Bienvenue dans Les Pépites de Paris-Saclay, le podcast qui vous plonge au cœur de la vie et de l'innovation d'un territoire d'exception. Ici, chercheurs, étudiants, entrepreneurs et habitants construisent chaque jour le futur déjà bien vivant à Paris-Saclay. Des histoires, des projets et des découvertes qui changent le quotidien. Vous êtes au bon endroit pour explorer les pépites qui façonnent notre monde. Un podcast animé par Sylvain Allemand. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Pascal. Il enseigne à Centrale Suprélec et dirige l'Institut Data IA. Cet épisode s'inscrit dans une série dédiée à l'intelligence artificielle, conçue à l'occasion du sommet pour l'action sur l'IA, qui se tiendra les 10 et 11 février à Paris. Frédéric Pascal, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans vos bureaux de la Centrale Supélec, où vous êtes professeur. Vous êtes professeur précisément au laboratoire des signaux et des systèmes. Vous n'êtes pas que cela, que professeur. Vous dirigez aussi une structure qui s'appelle le Hub IA. Et puis, vous êtes titulaire de la chaire Data Givaudan. Donc, plusieurs responsabilités. Pourrait-on dire que vous êtes le monsieur IA de Centrale Supélec ? Alors oui, donc je suis le référent IA au niveau de Centrale Supélec. C'est dans ce cadre-là que nous avons construit la structure qu'on appelle Hub IA, qui a pour rôle de faire le lien entre les étudiants, les enseignants-chercheurs et également les structures administratives. Puisque l'IA, on a besoin d'informatique, on a besoin de ressources, donc informatiques. Ça, c'est géré par les systèmes d'information. Donc c'est vraiment l'endroit où les activités en IA se concentrent et où on a une interaction également avec les partenaires. Un mot sur la chaire Givaudan, dont j'ai découvert qu'il s'agissait d'un grand groupe spécialisé dans la parfumerie, les parfums. Dites-nous, quel rapport avec l'IA ? Alors exactement, donc Givaudan, c'est le groupe leader mondial sur les parfums et les arômes alimentaires. Par rapport à l'intelligence artificielle, alors c'est assez intéressant puisque les parfums, ce sont des formules d'ingrédients, des compositions d'ingrédients. Et ces ingrédients, en fait, ce sont des données, les pourcentages d'ingrédients. Et à partir de ces données, on est capable d'évaluer les formules des parfums, d'évaluer en termes de qualité. On est capable également de réduire les coûts de fabrication des parfums en remplaçant des ingrédients sans changer la qualité olfactive du parfum. Donc c'est tous ces aspects-là qui m'ont fait travailler sur cette chaire. Et en fait, derrière, il y a des problèmes d'apprentissage automatique, de machine learning assez intéressants autour des parfums, sur des questions de clustering. Et aujourd'hui, avec l'IA générative, on peut se dire que dans la parfumerie également, on peut générer des nouveaux parfums. Passionnant. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais ils peuvent le deviner au son de votre voix. Vous êtes jeune. Je pose néanmoins la question, même si on peut deviner que vous êtes au fond un enfant de l'IA, né avec l'IA. Qu'est-ce qui vous a prédisposé à investir ce domaine-là ? Alors, un enfant de l'IA, pas si jeune que ça, mais en fait, j'ai plutôt une formation de mathématiques appliquées, donc déjà dans la science des données assez tôt, et en étant recruté donc tout d'abord à Supélec, après avoir fait mon postdoc à l'ENS, j'ai commencé à travailler sur des applications très liées à la donnée, au niveau des statistiques, et donc au niveau de l'apprentissage, petit à petit, j'ai travaillé sur ces sujets, et la direction de Centrale Supélec, au moment de la fusion, m'a demandé de réfléchir à ce que seraient les prochaines activités en data science. Et avec l'émergence aujourd'hui de l'IA, ce terme est devenu un peu galvaudé, data science. Donc j'ai petit à petit pris des responsabilités à la fois sur la structuration d'un écosystème en intelligence artificielle au sein de Centrale Supélec et il faut dire que mes sujets de recherche sont assez alignés avec ces thématiques d'intelligence artificielle. C'est amusant cette jeunesse, mais je me rappelle donc dans les années 90, à la fin des années 90, quand j'étais encore étudiant, effectivement on commençait à voir des premiers algorithmes d'intelligence artificielle, notamment d'un grand chercheur finlandais qui s'appelait Kohonen. Ça parlera probablement quelques initiés. Très bien. Alors, vous assistez, et c'est moi qui ai insisté sur le fait que vous êtes donc un acteur de l'écosystème de Centrale Supélec, c'est pour reprendre votre formule, mais vous êtes aussi un acteur de l'écosystème Paris-Saclay, d'autant plus que vous avez pris les rênes de l'Institut Data IA. Vous avez été nommé directeur de cet institut il y a 1 an et demi. C'est un acteur majeur, mais est-ce que vous pouvez en rappeler la genèse brièvement et la vocation ? Qu'est-ce que recouvre cet institut précisément, même si on le devine ? La genèse est assez amusante. En fait, c'était vraiment le premier institut d'intelligence artificielle en France. C'est un institut qui a été créé en 2017. En fait, je faisais partie des personnes qui ont travaillé à l'élaboration de cet institut, donc en 2017, et qui était commun à tout le plateau de Saclay à cette époque-là, donc c'est-à-dire et l'université et l'Institut Polytechnique de Paris.
À cette époque-là, donc cette époque, c'est presque 10 ans maintenant, on parlait de sciences des données et en fait, Dataya a été le premier à commencer à parler d'intelligence artificielle. Donc depuis, pas mal de choses se sont passées. On est devenu l'Institut d'intelligence artificielle de Paris-Saclay, donc vraiment de l'université et de l'université au sens large avec les établissements composantes. Centrale Supélec fait partie de Dataya, l'ENS Paris-Saclay fait partie de Dataya, l'AgroParisTech aussi. On pense également aux universités de Évry et de Versailles. Et les parties des organismes nationaux de recherche comme l'INRIA, le CNRS, le CEA également, l'ONERA, ce sont des établissements qui font tous partie de Dataya. Donc, Dataya, aujourd'hui, c'est un institut qui est composé par 17 établissements et qui regroupe environ 800 chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche dans les domaines de l'IA, alors à la fois cœur IA et l'IA appliquée. Après, nos spécificités, alors on est évidemment... c'est les établissements qui nous composent, qui font nos spécificités, et notamment les mathématiques de l'IA. On est dans un écosystème où les mathématiques sont très visibles à l'Université Paris-Saclay. Donc ça, c'est un des gros axes de travail de l'Institut Dataya sur les aspects de recherche. L'IA pour la santé. Donc il y a l'Institut Gustave Roussy, il y a le Paris-Saclay Cancer Cluster qui est juste à côté, auquel on participe. Donc l'IA pour la santé, c'est quelque chose qui est un axe également très important. Et enfin, l'IA pour la physique. Donc ça, c'est vraiment les 3 axes, j'ai envie de dire, un peu thématiques. Évidemment, avec notre écosystème, on a également des juristes qui travaillent pour Dataya, on a des sociologues, des historiens, et donc les aspects plus transverses autour de l'éthique de l'IA, autour de la régulation, sont également des choses que nous traitons au niveau de l'Institut. Alors donc énormément de compétences, énormément d'institutions, de structures, de dispositifs, mais alors comment on fait travailler tout cela en bonne intelligence? Est-ce que le fait d'être inscrit dans un écosystème, l'écosystème Paris-Saclay, est favorable à la création de synergies, à des rapprochements, à des approches transdisciplinaires? Alors ça, c'est quelque chose qui nous a motivés dès le début, justement, de pouvoir faire collaborer les gens, puisque finalement, dans cet écosystème académique, comme vous le dites, la structuration, c'est un vrai enjeu. Ce qu'on a décidé de faire, alors déjà, en interne, au niveau de Dataya, c'est de financer des activités de recherche en ayant au minimum 2 laboratoires de 2 établissements différents. Donc, ça permettait d'encourager les synergies d'une part, et d'autre part de favoriser la pluridisciplinarité, puisque souvent on peut travailler un informaticien avec un sociologue, on a financé des projets comme ça, informatique avec juriste sur des projets typiquement d'étudier l'impact des jeux chez les enfants. Il y a eu toutes ces types de financements qui ont permis de favoriser la synergie. Ensuite, on s'inscrit effectivement dans l'Université Paris-Saclay qui est en construction et qui, malgré le fait qu'elles sont en construction, est déjà très visible. Et donc, toutes ces interactions ont bénéficié effectivement de la structuration de l'université au travers des graduate schools. C'est-à-dire que Dataya, on parle d'intelligence artificielle, donc on parle de mathématiques, on parle d'informatique et on parle d'ingénierie. Ces 3 graduate schools piliers de l'Université Paris-Saclay font partie de l'Institut Dataya. Et donc, on interagit en plus que bonne intelligence, puisqu'on travaille vraiment avec ces graduate schools. Donc ça, c'est sur les aspects recherche. Je rajouterais une chose qui, à mon sens, est très importante. C'est nous avons obtenu un CMA, donc compétences et métiers d'avenir, un gros projet d'un peu plus de 11 millions. Ce projet était dédié à la formation. On a mis en place énormément de nouvelles formations, que ce soit au niveau de l'acculturation pour les autres graduate schools, pas que les maths et l'info et l'ingénierie. On a mis en place des formations doctorales et ça s'est fait avec les établissements, avec l'ENS Paris-Saclay, avec Centrale Supélec, avec l'université. On a impliqué les universités d'Évry, de Versailles. La formation, c'est souvent quelque chose qui structure énormément un écosystème. Donc, on a constaté, ce projet, on l'a reçu en 2022, donc il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et grâce à ce projet, ça a encore accéléré notre structuration en interne. Mais on est finalement assez loin de la vision, alors je n'ose pas dire médiatique, de l'intelligence artificielle, qui joue aussi peut-être sur les sentiments de peur. On est très loin, puisque vous venez de parler de formation, et c'est pas un mot que l'on convoque spontanément lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, et quand on parle d'intelligence, on se tourne vers les grandes plateformes, les GAFAM et autres organisations de ce type. Or, l'intelligence artificielle, c'est aussi cette réalité, cette mobilisation de chercheurs, de praticiens d'horizons très différents et qui arrivent à travailler ensemble, encore une fois, en bonne intelligence. Comment vous réagissez à mon sentiment ? Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Au niveau de Dataya, nous, on a toujours mis en avant la formation. C'est-à-dire que
Effectivement, l'intelligence artificielle, et particulièrement l'intelligence artificielle générative, on connaît tous ChatGPT, Gemini ou le modèle de Llama, au niveau français, le modèle qui est sorti par Mistral. Ce sont des nouveaux outils, c'est une vraie rupture technologique considérable et qui va plus que durer, qui va être intégrée à nos vies. Mais pour ça, il faut que les gens soient formés. Et nous, on parle de l'enseignement supérieur, mais au niveau de Dataïa, on a déjà fait des démarches au niveau de l'éducation nationale, dans les lycées, pour former les jeunes. L'intelligence artificielle, ça peut faire peur si on ne sait pas s'en servir, si on ne sait pas ce que ça veut dire, si on ne sait pas comment l'appréhender. C'est un peu ce qui s'est passé sur les fractures numériques. Nous, on ne souhaite pas que ça se reproduise sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, l'enjeu majeur, c'est la formation de toute la population. Pas uniquement des experts en IA, mais de la population, des étudiants. Et ça, c'est un de nos rôles au niveau de Dataïa. Tout à fait. Alors, former aux usages, à l'utilisation, mais aussi à développer un esprit critique dans le bon sens du terme, dans l'esprit universitaire du mot critique. Mais je vous vois réagir favorablement. Oui, tout à fait. Alors, on voit aujourd'hui, on pourrait imaginer quelques dérives, des montées de populisme de part et d'autre, avec des élections assez récentes où on peut entendre peut-être plusieurs absurdités au niveau de la science. Et je pense que notre rôle, c'est d'inculquer ce qu'est une rigueur scientifique, une méthodologie scientifique et d'avoir un esprit critique. L'intelligence artificielle, c'est un très bon bac à sable pour ça. Parce qu'il y a des capacités énormes. On sait que l'utilisation de ChatGPT, par exemple, se répand comme de la poudre. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et c'est peut-être une occasion assez unique d'être capable de questionner les résultats, de remettre en cause et d'avoir cet esprit critique qui finalement est essentiel dans à peu près tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre pour acquis une sortie d'une IA générative. On doit se questionner par rapport à ça, on doit vérifier les sources. Vous êtes bien placé en tant que journaliste pour savoir que ces choses-là sont absolument essentielles. Nous ne pouvons pas clore cet entretien sans évoquer l'important sommet qui aura lieu les 10 et 11 février prochains, le sommet pour l'action sur l'IA à Paris et qui sera précédé d'une conférence IA, Sciences et Société, je le traduis en français, qui se déroulera sur le plateau, pas très loin d'ici, à l'école polytechnique. Quelles attentes placez-vous dans ces deux événements ? Il y a à mon avis, plusieurs attentes. Peut-être l'attente principale, qui est partagée d'ailleurs par le gouvernement, c'est vraiment la mise en lumière de la France autour de l'intelligence artificielle. Que ce soit au niveau des écosystèmes académiques, donc on a parlé aujourd'hui de recherche, on a parlé de formation, mais également au niveau de l'innovation. Il y a énormément de startups qui se sont créées autour de l'intelligence artificielle, énormément d'entreprises. Donc il y a vraiment cette mise en lumière et de faire de Paris et de la France une des places fortes de l'IA dans le monde. Donc ça, c'est vraiment une attente, même au niveau de Dataïa, on a une visibilité internationale, mais on souhaite accroître cette visibilité, accroître nos partenariats internationaux, c'est une opportunité assez unique. La deuxième chose, c'est quand même d'avoir, sur une période très resserrée, tous les experts en intelligence artificielle, les experts mondiaux, que ce soit au niveau des Scientific Days, donc en français, des journées scientifiques, où le programme est un programme absolument exceptionnel au niveau des intervenants. D'ailleurs, j'en profite, je vais chairer une session autour de l'IA et l'éducation suite à la mission que je dois mener pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, au niveau scientifique, les experts mondiaux seront présents. C'est une occasion unique pour la France. Et au niveau des autres journées, donc des 10 et 11 février, il y a vraiment cet aspect un peu global de faire rayonner la France. On a parlé des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on va parler du Sommet international de l'IA. Je ne résiste pas à l'envie, pour clore vraiment cet entretien, d'évoquer une conférence de presse qui aura lieu lorsque nos auditeurs vous entendront à travers ce podcast. Une conférence de presse organisée à l'initiative de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, à laquelle donc vous participerez. Qu'est-ce qui vous a incliné à répondre favorablement ? Est-ce que c'est parce que vous considérez qu'un aménageur est aussi un acteur majeur pour traiter des problématiques de l'IA et créer les conditions à l'échelle d'un territoire ? Oui, mais je pense qu'on a parlé d'intelligence artificielle au niveau formation, au niveau recherche. L'intelligence artificielle, elle rentre dans la société. Rentrer dans la société, ça rentre dans l'aménagement du territoire, dans la construction des nouveaux bâtiments, dans la structuration des nouveaux bâtiments, dans les interactions avec les gens, avec les services. Et ça, je pense que l'EPA est un acteur absolument majeur. Donc, pour moi, c'était
plus que nécessaire de répondre favorablement, au-delà du fait d'avoir été honoré d'être invité, bien sûr. Merci beaucoup, Frédéric Pascal. Eh bien, je vous remercie. Et à bientôt. Vous venez d'écouter Les Pépites de Paris-Saclay, un podcast produit par l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'innovation, de la recherche et des talents qui transforment le quotidien. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir une nouvelle pépite de Paris-Saclay.